L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. 1945, les Américains et les Anglais, quand ils pénètrent sur le territoire allemand et autrichien, découvrent les camps de concentration et d'extermination à Bergen-Belsen, Mauthausen ou Dachau, et le camp de femmes de Ravensbrück. Ces camps étaient plus des camps de concentration que d'extermination, mais on y a enfermé beaucoup de Juifs qui mouraient par milliers. De leur côté, les Russes ont libéré Auschwitz en janvier 1945, mais il y avait très peu de survivants sur place, puisque les déportés ont subi ce qu'on a appelé la marche de la mort et ont reflué vers le territoire allemand sous la conduite plus que brutale des SS. Donc, les Alliés découvrent l'horreur des camps de concentration et en partie d'extermination et se retrouvent aux prises avec ce qu'on a appelé les personnes déplacées, c'est-à-dire les personnes qui ont été déportées, soit comme travailleurs forcés, soit comme juifs, dans les différents camps. Est-ce que les juifs allemands et autrichiens vont rentrer chez eux ? Pour beaucoup de survivants, la réponse est non. L'antisémitisme a été trop fort, trop virulent pour qu'ils puissent envisager un retour dans leur pays d'origine. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je conseille un film magnifique qui est celui d'Axel Corti, Welcome in Vienna, qui raconte l'histoire d'un juif autrichien qui a quitté l'Autriche et l'Allemagne dans les années 30 et qui rentre à Vienne, sa ville natale, sous l'uniforme américain. Et il découvre toute l'étendue et toute l'horreur du système nazi et l'antisémitisme de la population autrichienne. Donc la plupart de ces personnes déplacées, allemandes et autrichiennes, veulent partir et veulent gagner la Palestine. C'est pas évident, loin de là, dans la mesure où les Anglais, qui sont la puissance mandataire en Palestine jusqu'au 15 mai 1948, refusent toujours l'entrée des Juifs, à part un quota de 15 000 personnes, refusent toujours l'entrée des Juifs. Alors la Haganah organise à travers les Alpes des convois clandestins pour rejoindre l'Italie et de là, sur de vieux rafiaux, essayer d'emmener ces personnes déplacées vers la Palestine mandataire. La quasi-totalité se fait arrêter par la marine anglaise et est remise dans des camps de concentration, à Chypre cette fois, où les conditions ne sont pas, bien entendu, les mêmes que celles des nazis, on ne les massacre pas, mais où ils connaissent un sort de prisonniers et relativement peu enviable. Regardez le film Exodus, si vous ne l'avez pas vu, tout le début est consacré à ces camps à Chypre. D'autres sont refoulés en Allemagne même, devant des Allemands ébahis. Les membres de l'Exodus et de quelques autres bateaux sont ramenés directement en Allemagne et à Hambourg, et c'est à coups de crosse que les soldats britanniques les font descendre de navires. Quelques-uns, donc, pas très nombreux, s'installent s'installent à nouveau en Allemagne, dans les zones d'occupation anglaise au nord, américaine au sud, Bavière, française à l'ouest, Bade-Württemberg et Rhénanie-Palatinat, et pour certains, à l'est, dans ce qui deviendra en 1949 l'Allemagne de l'Est, la République démocratique allemande. Là, ceux qui s'y installent sont essentiellement des militants communistes ou des militants de gauche qui espèrent une Allemagne nouvelle démocratique. Beaucoup sont des scientifiques, des artistes. Certains feront carrière dans cette
Allemagne dite démocratique, mais des surprises amères vont les attendre, car ces Allemands-là refusent toute responsabilité dans la Shoah, disant que eux sont un État démocratique et qu'ils n'ont rien à voir avec l'Allemagne nazie et fasciste, et donc accueillent ces juifs, non pas comme juifs, mais comme militants communistes, et donc une vie juive est difficile à imaginer en Allemagne de l'Est, même si, encore une fois, certains tenteront de le faire, mais ça n'ira pas très loin, et que d'autres, qui auront des places pas négligeables dans l'appareil d'État communiste, perdent tout contact rapidement avec le judaïsme. À l'ouest, la situation est différente. Les alliés dénazifient fortement dans un premier temps, et ce sera en 45-46 les procès de Nuremberg, avec, on le sait, les condamnations à mort de tous les grands dignitaires nazis, de Göring qui se suicidera dans sa cellule, jusqu'à Ribbentrop, en passant par les chefs d'état-major de la Wehrmacht, Keitel, Jodl et quelques autres. Et ce procès spectaculaire qui met à jour ce qu'a été la Shoah aboutit derrière à quelques poursuites contre les nazis de second ordre, mais les Américains et les Anglais, comme les Français assez vite, vont cesser ces poursuites tout simplement parce que la guerre froide arrive. En 1949, c'est le blocus de Berlin. Et donc, face à ce blocus, il faut lutter. Et là, on n'est pas très regardant sur ceux qui luttent. Et les Américains, comme les Britanniques ou les Français, abandonnent peu à peu la dénazification et vont recruter tranquillement des personnalités qui ont collaboré avec les nazis. On pense notamment à Werner von Braun, qui est le père des V1 et des V2, les fusées chargées d'explosifs qui se sont abattues sur Londres en 1944. Werner von Braun va être recruté par les Américains et va être un des pères de l'aventure spatiale de la NASA avec les Américains dans les années 50 et 60. Pour autant, en Allemagne, quelques juifs, en Allemagne de l'Ouest, quelques juifs vont revenir et vont s'installer. Et on va voir que la situation dans l'Allemagne de l'Ouest naissante, la République fédérale allemande a été créée en 1949, va être compliquée, au moins dans un premier temps. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.